Salam alaikum, معكم حسين التعليم département de l'électronique. On revient avec les cours en ligne pour les troisième année licence télécommunication, cours codage et théorie de l'information. Donc, c'est le dernier chapitre, codage canal. Donc, dans ce chapitre, on aura l'occasion d'introduire quelques codes à travers l'histoire, parler du théorème du codage canal de Shannon, les stratégies de contrôle des erreurs, comment transmettre l'information sur un canal bruité. Donc on va introduire les codes en bloc linéaire, comment calculer la probabilité d'erreur de décodage. Et enfin, on aura l'occasion d'aborder les codes convolutifs. Claude Shannon, comme nous avons eu l'occasion de voir dans le chapitre 1 et 2 et 3, a posé les bases des éléments fondamentaux de la théorie de l'information qui permettent d'avoir les bandes fondamentales ultimes de la transmission sûre de l'information. Nous avons eu l'occasion de parler de la capacité qui est la limite du débit de transmission qu'on peut avoir. Aussi de l'entropie qui nous permet d'avoir aussi la limite de la compression sans perte. Aujourd'hui, on va parler de la façon d'assurer une transmission fiable sur un canal bruité en supposons que le débit de transmission soit inférieur à la capacité du canal. Donc on doit respecter cette limite qui a été donnée par Shannon. Une communication fiable est possible avec un codage canal. Donc nous avons, ou bien les chercheurs ont proposé beaucoup de codes à travers l'histoire, qu'un but principal avant de parler de la correction est de détecter les erreurs et de corriger les erreurs. Nous allons voir plus tard dans ce chapitre que chaque code a un pouvoir de détection et un pouvoir de correction. Donc le code correcteur d'erreur donné ou bien un code correcteur d'erreur donné ne peut pas corriger toutes les erreurs. Donc il a une capacité de détection et une capacité de correction. Ces erreurs sont causées par le canal, quelle que soit la nature de ce canal, pour les transmissions sans fil ou bien les transmissions filaires. Donc le canal va apporter des atténuations, donc ils vont faire modifier les signaux que nous allons transmettre, et aussi par le bruit, donc généralement c'est le bruit thermique causé par les composants électroniques au niveau de votre récepteur. Donc on va parler maintenant du théorème de codage de canal. Donc que dit ce théorème? Donc si nous avons la capacité du canal donnée par le symbole C, donc à ne pas confondre avec le code correcteur d'erreur, donc ici aussi qui est donné par le même symbole, bon, un petit peu, qui a une forme un peu différente. Donc si j'ai la capacité du canal, donc C, ici je transmets un débit inférieur à C, donc R inférieur à C, alors il existe une suite de codes correcteurs d'erreur CNK de longueur n suffisamment grande telle que la probabilité d'erreur de décodage PE soit inférieure à une valeur arbitrairement petite. Donc PE inférieur à cette valeur arbitrairement petite. Autrement dit, si vous transmettez votre signal à un débit R inférieur à C, inférieur à la capacité, donc je peux toujours trouver un code correcteur d'erreur qui va m'assurer une transmission fiable avec une probabilité d'erreur infiniment petite. Donc ce théorème de Shannon stipule qu'il existe un code correcteur d'erreur qui permet d'obtenir une probabilité d'erreur aussi petite que l'on veut, à condition que l'on ne dépasse pas la capacité du canal. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment construire ces codes. Donc, lors de la démonstration du théorème de codage de Shannon en 1948 sur la possibilité d'avoir une transmission sans erreur basée sur un codage aléatoire, donc dans cette technique, les mots de message sont agencés sous forme de blocs de taille K, qui sont attribués de manière aléatoire aux mots de code de taille n, avec n supérieur à k. Donc de la redondance est ajoutée au message pour former ces codes en bloc, ou bien ces mots de code, avec une affectation qui est essentiellement assurée par une fonction bijective. Le problème, c'est que ce théorème ne stipule pas comment réaliser ce code sophistiqué, ni encore comment réaliser le décodage, sachant que le décodage,
C'est parmi les étapes les plus importantes dans le monde du codage canal. Avant de parler donc de la notion du codage canal ou bien des codes correcteurs d'erreur, comment on va construire ces codes, donc on peut citer quelques codes populaires. Les codes correcteurs Hamming, donc proposés en 1945, donc c'est assez loin. Les codes convolutifs proposés par Elias en 1954, c'est des codes très performants qui ont été utilisés, qui sont toujours utilisés en GSM, et aussi dans la norme de deuxième génération, la norme américaine IS-95 basée sur la CDMA, et dont le décodeur repose sur le célèbre algorithme Viterbi, qui est un chercheur américain qui travaillait pour la firme américaine Qualcomm. Les codes Reed-Muller en 1954, donc des chercheurs Reed et Muller. Les codes BCH proposés en 1959. Les codes Golay, 59 toujours. Reed et Solomon en 1960. Enfin, les codes Béraud en 1995, qui ont révolutionné le monde des codes correcteurs d'erreurs en communication numérique en se rapprochant des limites théoriques de Shannon. Ces codes sont utilisés dans le mobile, donc de troisième génération, l'UMTS. Donc jusqu'à l'invention des codes, des turbocodes proposés par le chercheur français Béraud, ou bien par les chercheurs français Béraud et Glavieux, donc de l'école des télécommunications de Brest, c'était les codes convolutifs qui étaient donc considérés comme les codes les plus performants. Donc en 1995, un chercheur américain a permis de redécouvrir les codes LDPC pour Low Density Parity Check qui ont été inventés initialement par Gallagher mais qui ne pouvaient pas être testés à l'époque, donc en 1963, pour vérifier les performances. Donc Mackay a permis de redécouvrir les codes LDPC et donc il a démontré que ces codes sont aussi performants que les turbocodes. Enfin, les codes polaires proposés par un chercheur turc en 2009, Erdal Arikan, qui sont des codes puissants à faible complexité calculatoire, qui permettent d'atteindre la capacité de tous les canaux sans mémoire symétrique. Ces codes sont utilisés actuellement donc dans le mobile de la 5e génération. Quelles sont les stratégies que l'on peut utiliser maintenant pour justement contrôler ces erreurs? Donc on peut parler de trois stratégies. Donc les codes correcteurs détecteurs d'erreurs, donc qui vont être utilisés uniquement pour la détection des erreurs. À l'exemple des codes CRC, donc qui nécessitent donc une liaison en retour pour informer l'émetteur d'éventuelles erreurs détectées. Le deuxième schéma, c'est les protocoles ARQ, donc pour Automatic Repeat Request, qui sont utilisés depuis assez longtemps en radiocommunication, GSM, UMTS, LTE. Donc dans le principe, donc c'est de détecter, donc lors d'une transmission de paquets de données, donc détecter les erreurs en utilisant donc un code détecteur d'erreurs, d'informer l'émetteur qui va retransmettre donc ce paquet donc une deuxième fois. Donc le troisième schéma chez les codes correcteurs d'erreurs, donc avec ce qu'on appelle aussi forward correction code. Le principe c'est de détecter et de corriger les erreurs. Donc en utilisant cette approche, donc on n'est pas en mesure de demander une répétition de la retransmission, comme c'est le cas donc en utilisant les protocoles ARQ. Donc les systèmes ARQ et les systèmes FEC. Donc les systèmes ARQ sont basés sur la détection d'erreurs au niveau du récepteur et la possibilité de faire de la retransmission lors d'un message erroné. Bien sûr, il nous faut pour cela donc avoir un mode de transmission full duplex. Donc il nous faut une liaison de retour pour informer l'émetteur donc des erreurs qui ont été détectées au niveau du récepteur et lui demander donc de retransmettre les paquets d'informations. Par contre, il n'est pas possible donc d'utiliser ce mode ou bien ce système ARQ à chaque fois en mode full duplex. Par exemple, c'est le cas donc lorsqu'on transmet les SMS.
Vous imaginez bien qu'on ne peut pas demander donc à un locuteur ou bien un client de retransmettre son SMS si jamais il n'est pas reçu dans de bonnes conditions. Il est donc nécessaire d'utiliser donc un autre schéma. Donc c'est le schéma justement utilisant un code correcteur d'erreur pour décoder correctement le message. Ce mode donc de transmission est connu en tant que correction d'erreur sur la voie de retour ou bien forward error correction. En ce qui concerne les systèmes ARQ, donc le principe est simple. On demande donc un accusé de réception positif lorsque le paquet est reçu correctement et un accusé de réception négatif lorsque le paquet est reçu avec des erreurs. En fait, vous avez l'émetteur donc qui va transmettre les paquets de données. Avant la transmission, il va stocker ce paquet dans un buffer. Donc, il va transmettre ce paquet au récepteur. Le récepteur, en utilisant un code détecteur d'erreur, donc va essayer de voir si jamais il y a eu des erreurs. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, donc un accusé de réception positif est envoyé donc à l'émetteur qui va passer au paquet de données suivant. Si jamais c'est un accusé de réception négatif, donc l'émetteur reçoit, donc cet émetteur va retransmettre le paquet erroné donc une deuxième fois. Donc, il existe plusieurs schémas ARQ. On peut parler du premier schéma qu'on appelle arrêt et attente ou bien stop and wait. Donc, la transmission d'un bloc ou d'un mot nécessite la réception d'un accusé de réception. Donc, l'émetteur n'émet pas le mot suivant jusqu'à ce que le mot actuel soit arrivé. Donc, vous voyez ici qu'à chaque fois qu'on transmet un paquet, donc on attend l'accusé de réception. Si il est positif, donc on passe au deuxième paquet. Si il est négatif, on retransmet le paquet en question. Donc, vous voyez bien ici que ceci signifie que le tampon, ou bien le buffer de l'émetteur est de taille minimale, mais le temps d'arrêt pourrait être long, donc ce qui va causer donc une transmission un peu plus lente, donc un débit de transmission plus faible. Donc, pour remédier à ce problème, on peut imaginer un deuxième schéma ARQ, donc le schéma Go Back N, GBN, qui consiste à transmettre un paquet, plusieurs blocs, donc n blocs de données, donc numérotés, comme vous le voyez ici dans cet exemple. Donc on numérote les blocs de données et on va transmettre en continu. Donc on va pas transmettre un paquet, donc les paquets 1 à 1 et attendre les accusés de réception pour pouvoir passer donc au paquet suivant. Non, on va transmettre un paquet. Mais toujours les récepteurs vont transmettre les accusés de réception, donc positifs ou bien négatifs. Si jamais parmi les n paquets il y a un accusé négatif, une fois les n paquets ont été transmis, ou bien les n-1 paquets ont été transmis, donc on passe au paquet suivant, mais puisqu'il y a eu un paquet donc erroné, donc on retransmet le paquet en question et n-1 des nouveaux paquets. Dans le troisième schéma, c'est la même chose, donc on continue à transmettre par un bloc de n paquets ou bien des n blocs de données. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de numéroter les blocs, puisque donc lorsque l'erreur a été détectée dans l'un des blocs, lors de la deuxième transmission, c'est tous les blocs qui vont être retransmis une deuxième fois. Donc ce schéma est plus efficace, mais il est plus coûteux, puisqu'on va nécessiter de la retransmission de n blocs. Il est utilisé dans les communications par satellite. On va aborder maintenant la transmission sur un canal bruité. Donc vous voyez ici un schéma qui représente une transmission sur un canal bruité. Vous avez votre codeur, donc le message qui doit être transmis, que nous allons coder, donc pour avoir le mot de code X qui va traverser un canal bruité. À l'issue de ce canal, vous avez donc le mot de code corrompu Y et le décodeur qui va essayer de retrouver le message transmis. Donc le codeur assigne à chaque message ML un mot de code CL
Donc, les messages sont de longueur K. Donc, et les mots de code sont de longueur N. Donc, la redondance que nous allons rajouter donc, au message, c'est ce qu'on appelle les bits de parité. Donc, on va voir ça avec plus de détails plus tard. Donc, c'est cette redondance qui doit être exploitée justement pour déterminer, détecter les erreurs et corriger les erreurs. Maintenant, comment justement rajouter cette redondance? Donc, cette figure, elle représente l'opération de codage. Si vous avez des messages de taille K, donc K bits, si j'énumère tous les messages possibles, donc 2 à la puissance K, donc j'ai 2 à la puissance K messages. Chaque message donc, va être codé en rajoutant de la redondance. Donc, on va rajouter n-k bits de redondance. Ces n-k bits de redondance sont aussi appelés donc bits de parité. Donc, on va avoir 2 à la puissance k mot de code. Donc, normalement, si j'énumère toutes les séquences de taille n, donc j'ai 2 à la puissance n mot de code. Mais puisque j'ai uniquement 2 à la puissance k message, normalement, j'ai uniquement 2 à la puissance k mots de code qui appartiennent donc, au code que j'ai essayé de réaliser. Donc, les autres codes ne font pas partie des mots de code possibles. Donc, c'est cette propriété qui sera utilisée justement plus tard pour déceler les erreurs et les corriger.